A one-point game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. La hype du basket américain est sur Sport en France. Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. On va parler de basket de finale NBA pendant à peu près une petite heure, 50 minutes. On a bien sûr un gros programme à vous présenter. On aura un débat. Est-ce qu'il faut rester dans sa franchise ou est-ce qu'il faut en changer pour gagner un titre NBA? C'est la question qu'on va se poser ensemble. Et puis on aura un focus bien sûr sur la finale NBA qui oppose encore et toujours les Warriors aux Boston Celtics. Voilà, très gros programme. On va se lancer, on va accueillir les hommes qui sont là en plateau pour discuter un petit peu NBA avec moi. On va commencer par un homme qui s'habitue un petit peu aux locaux, c'est Raphaël Desros. Salut Raphaël. Salut. Comment va? Ah, ça va bien, on a un invité de prestige, j'ai sorti la chemise. T'as bien fait, je crois que vous vous connaissez en plus. On va le présenter un petit peu après, hein, voilà, vous le voyez à l'antenne. On va du côté de San Francisco pour retrouver Melvin Carsanti qui fait la navette entre Boston et San Francisco. Et il a le temps aussi d'être là pour Hype, ça fait plaisir. Salut Melvin. Salut Sylvain, salut les gars. Antoine est là aussi, est concerné par les finales NBA. Il est du côté de New York. Salut Antoine. Salut. Je confirme que Melvin prend même des red eyes, ces avions, on a l'œil rouge quand on arrive au petit matin. Bon courage messieurs, il reste encore quelques matchs, peut-être un ou deux à suivre. Et puis bien sûr, on vous retrouvera pour parler de tout ça, pour débriefer les finales NBA. C'est l'heure d'accueillir le comte de Boudherbala qui est là avec nous. Bonjour. Comment il va? Très bien, merci pour l'invitation, messieurs. Merci à toi, on sait que le temps est un petit peu compté. Disons qu'on a quelques obligations, mais tout va bien. Tout va bien. Spectacle en ce moment? Ouais, spectacle Théâtre Le République tous les week-ends juillet, août. Après, on reprend octobre, novembre, décembre, janvier, ad vitam. Et on tournait partout en France. Ok, on a la bande-annonce. On vous propose même de regarder tout ça. Formidable. Le comte de Boudherbala, 3e saison, on peut dire ça comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Le mec se prend pour Rocky, de Rambo. Bon, il faut y aller, l'affiche est là et le théâtre de la République, c'est à Paris. Hyper intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est les maillots que l'on vous offre. On continue avec nos jeux concours. Un maillot au choix à gagner cette semaine, celui de Baron Davis, version Warriors We Believe, hein, pour ceux qui connaissent, et maillot de Larry Bird. Voilà, Celtics, maillot iconique. Alors pour gagner, c'est très simple. Cette semaine, il vous faut tout simplement pronostiquer le vainqueur de la finale NBA. Il y aura au mieux 2 matchs encore à jouer. Donc vous trouvez le vainqueur, vous postez bien sûr sur Twitter le nom du vainqueur et vous retweetez bien sûr le post et vous serez éligible pour gagner l'un des maillots au choix. On avait fait un jeu concours la semaine dernière, on ne vous oublie pas, hein. On a bien sûr le vainqueur qu'on donnera en fin d'émission. Voilà pour la partie un petit peu présentation. On se lance pour les news dans la rubrique Hype ou pas Hype. La rubrique news, Samy, hype ou pas hype, on a scruté un petit peu les infos en NBA, puis on essaie de retenir 3 news les plus importantes, et puis on en discute ensemble. Alors avant tout, qu'est-ce que ça veut dire hype? Hype, ça veut dire buzz, quelque chose qui fait parler. C'est ce qui intéresse. Ok. Donc est-ce que ça te hype ou pas? On m'a toujours dit don't believe the hype. Donc, Ok. Ici, il va falloir believe the hype. C'est le moment de commencer. Voilà. C'est mieux. On parle de LeBron James. On a parlé la semaine dernière de son sélection parmi les fortunes les plus importantes des États-Unis. Milliardaire LeBron James. Cette semaine, il a déclaré vouloir détenir une franchise
NBA. Je vous propose d'écouter, puis on en parle ensemble. I want to own a team. Buy a team. Yeah, I want to buy a team. That's it. There for you sure. go. There you go. Buying a Right. team and then talking is a little tricky. If you own the team and like, Yeah, I would much rather own a team before I talk. I want a team in Vegas. Good for you. I want the team in Vegas. Alors, ça fait quelques années que la NBA parle d'expansion, peut-être en Europe ou sur d'autres continents, mais d'abord peut-être réactiver aussi des franchises, Seattle ou peut-être des nouvelles franchises du côté de Las Vegas. LeBron James vient de se positionner milliardaire, donc il va peut-être falloir réunir des fonds quand même pour obtenir une franchise, mais est-ce que ça te hype quand tu penses à un LeBron James qui pourrait devenir proprio d'une franchise dans quelques années? Après, aux États-Unis, tout est possible et là-bas, ils font jamais rien. Ils disent jamais rien pour rien. Okay. Donc en général, quand ils annoncent comme ça, c'est qu'il y a un plan derrière et que forcément, il y a des projets. Après, non, ça ne m'étonnerait pas parce qu'ils ont toujours cette volonté d'aller, de conquérir un peu plus le territoire, mais déjà le territoire américain. Il n'y a aucun intérêt à aller en Europe, sachant que les organisateurs de l'NBA, quand ils viennent en Europe, ils sentent la vibe qu'il y a en Europe, qui n'est pas du tout la vibe qu'il y a aux États-Unis. Et ça, c'est ce qui ressort de toutes les études. Parce qu'eux, ils ne font pas les choses par hasard, les Américains, tu connais. Hein, et donc, il y a ce truc-là. Et forcément, je pense Las Vegas, ça peut être un bon endroit, alors que c'est plus un endroit de show. Ils font leur Summer League là-bas. Mais il n'y a pas un truc où c'est pas porté par une ville comme ça peut l'être dans les autres grandes villes américaines. Las Vegas, tu vis pas à Las Vegas. C'est ça il n'y a pas de communauté autour. Voilà, c'est un lieu de fanbase. fête, c'est un lieu de sport, c'est un lieu de casino, mais c'est pas un lieu où, même si tu as ULNV, l'université là-bas, c'est pas un lieu de fans. Voilà, c'est pas évident de faire une. Mais forcément, s'ils annoncent ça comme ça, tu peux être sûr que dans un an ou deux, tu auras une équipe là-bas, quoi. Alors on va revenir sur le timing parce que Adam Silver s'est exprimé. Moi, je voudrais qu'on écoute Stephen A. Smith, consultant ESPN aux États-Unis, qui parle justement d'une possibilité que LeBron ait sa franchise. Et pour Stephen A. Smith, LeBron James mérite sa franchise. There is no question that LeBron James deserves ownership of an NBA franchise, and the NBA would be absolutely lucky to have him. And the league should be planning now to do everything they can to make sure that LeBron James has a majority stake in owning an NBA team. He deserves it. Même question pour toi, Raphaël? Non, moi je pense que c'est la personne parfaite. On sait qu'il suit les traces de Michael Jordan, milliardaire comme Michael Jordan, même plus tôt. Et une franchise, c'est vrai que ce serait logique parce que c'est quand même quelqu'un qui a une image entre guillemets parfaite. Il n'y a pas eu de couac dans sa vie. Il a les fonds, il a aussi le charisme. On sait qu'il est engagé socialement. Donc l'étape après sa carrière, c'est vrai qu'il ne sera pas coach à mon avis. Donc propriétaire, c'est vrai que c'est plus ce qui lui colle à la peau. Quand on sait ce qu'il sait faire en termes de merchandising, etc., je pense que ce serait une bonne idée pour tout le monde. Messieurs, aux États-Unis, je vous fais réagir sur la déclaration d'Adam Silver. Donc Adam Silver, le commissioner, le big boss de la NBA. Alors pour lui, il y a de superbes marchés. Nous étions à Seattle, donc Seattle Sonics il y a encore quelques saisons, et je suis désolé qu'on n'y soit plus. Nous avons une équipe WNBA à Seattle, dans une enceinte flambant neuve qui marche de façon spectaculaire. Et Las Vegas, où nous y serons en juillet avec la Summer League, dont on parlait tout à l'heure, Samy, a montré son potentiel pour une franchise sportive. Voilà ce que pense Adam Silver, donc il laisse un petit peu les portes ouvertes. Nous, on a fouillé un petit peu sur cette question et nos confrères américains, notamment Mark Stein, disaient que pour l'instant, la NBA attendait de renégocier peut-être un peu les droits télé qui courent jusqu'en 2025 pour voir si effectivement il fallait inclure dans cette discussion de négociation deux nouvelles franchises pour faire augmenter bien sûr les droits. Moi, je pose la question à Antoine qui est aux États-Unis, qui entend beaucoup parler de cette volonté d'expansion de la Ligue. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer à court, moyen ou long terme? Oui, ça sera dans quelques années. On peut voir ça autour de l'horizon 2025, il me semble. Ça fait déjà 1 an ou 2 qu'on en entend parler. Clairement, ça sera Seattle et Las Vegas. Ça a été aussi plutôt acté dans certaines formulations, même si ça n'a pas encore été posé de manière totalement officielle. Et c'est en plus c'était un petit peu accéléré du fait que la NBA a perdu de l'argent avec le Covid, donc 2020, etc. Donc rajouter 2 franchises, forcément, ça fait revenir du revenu. Et donc, clairement, il y a la motivation économique derrière.
Kenny Atkinson, actuel assistant coach des Warriors, vient de trouver un banc, et un banc plutôt prestigieux, puisqu'il va entraîner les Charlotte Hornets de Michael Jordan, un contrat de 4 ans latent, où c'est peut-être signé. Moi, je me tourne du côté d'Antoine, côté est des États-Unis. Kenny Atkinson, tu l'as vu diriger les Nets. On peut même d'ailleurs voir son bilan. Il passe 4 saisons aux Nets. Il y a 118 victoires pour 190 défaites, donc c'est un bilan négatif, mais il y a quand même une qualification en play-off lors de la saison 2018-2019 et il perd contre les Sixers d'un certain Joel Embiid. C'était un projet en reconstruction à l'époque, les Nets. Est-ce que quand il va arriver du côté des Hornets, il sera un peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire projet de reconstruction autour de joueurs jeunes, stars, la Melo Ball par exemple? Je pense que c'est plutôt qu'il va un petit peu reprendre le fil qu'il n'a pas pu continuer aux Nets. En fait, son histoire, on regarde le bilan, on a l'impression que c'est mitigé, mais c'est un coach qui a énormément de respect en NBA parce qu'il hérite des Nets qui sont vraiment décimés après tous les trades qui ont été faits pour avoir Paul Pierce, Kevin Garnett, etc. Et qui après, du coup, permettent plus d'avoir vraiment des tours de draft hauts, surtout. Et donc, il va chercher des joueurs avec, bien sûr, le GM, etc. Mais ils arrivent vraiment à construire un collectif que lui, il pousse, il forme, il arrive à sortir les talents de joueurs qui avaient été soit repérés avant, soit qu'ils ont un petit peu découvert au fur et à mesure. Et ils amènent ce groupe en play-off qui performe pas fou en play-off, mais le simple fait d'arriver à se qualifier, c'était déjà bien. Et ce coach-là a vraiment eu beaucoup de crédit, sauf que derrière, il y a Kevin Durant et Kyrie Irving qui arrivent et que clairement, c'est eux qui l'ont poussé vers la sortie parce que il ne l'écoutait pas pour eux, il n'avait pas assez de crédit. Et donc, cette fois, il va pouvoir reprendre le fil où on a un jeune groupe aux Hornets qui est capable de faire les playoffs, mais pas encore d'y performer. Donc maintenant, il vient s'inscrire dans la continuité de ce qui a été son parcours jusque-là. Il faut savoir qu'en plus, c'est quelqu'un qui a joué en France, qui est francophile, qui est même un peu francophone, même s'il perd de plus en plus son français. Et j'ai d'ailleurs passé une petite assiste à Melvin parce qu'il lui a parlé à San Francisco il n'y a pas très longtemps. Kenny Atkinson, donc nouveau coach des Hornets. Je ne vous fais pas réagir en plateau, messieurs. On va avancer du côté de l'actualité. Moi, je voulais juste dire que j'ai joué contre Kenny Atkinson. Ah, d'accord. Voilà. Grosse info en plus. Mais qu'on s'en bat les couilles. Ça n'intéresse absolument personne. Ça nous intéresse. Si, il était en Pro B à l'époque. Il était à Nantes. Ouais, je crois que c'était à Nantes. C'était à Nantes, c'est sûr qu'il était à Nantes. Après, nous, avec Bondy, mon coach à l'époque, c'était Savo Vucevic. Et on jouait contre Kenny Atkinson. C'est pour ça que son nom... mais c'est ça qui est génial aux États-Unis, c'est que tout est possible. D'ailleurs, le coach de comment il s'appelle cette ligue... c'est Oklahoma. C'est qui le nouveau coach d'Oklahoma? J'ai plus son nom. Le coach d'Oklahoma... Mark Daigneault. Mark Daigneault, c'était notre manager à Connecticut en première div, mais un manager de chez... En fait, c'était un ball boy. C'est pour ça que c'est flippant les États-Unis. Tout est possible. Tout est possible. Et on va te donner la chance à un moment ou à un autre. C'est ça qui est... La France, c'est un peu différent. C'est un peu plus compliqué. Il faut plus de clés. Je me permets d'en parler parce que vous, c'est pas évident pour vous d'en parler. Mais c'est ce qui est flippant, c'est qu'un mec comme Kenny Atkinson, qui n'a pas nécessairement un background de fou en tant que joueur, là-bas, il va avoir une opportunité. Un Mark Daigneault, il se retrouve à Oklahoma, coach principal. Et je te dis, en université, le gars, il était hyper calé, mais il n'était même pas 5e, 6e assistant. Il était juste manager, tu vois. Voilà. Un parcours un peu à la Eric Spoelstra aussi, qui était assistant vidéo et qui est aujourd'hui à la tête du 8, head coach. Et ben, la côte Est, on va y rester. On va rejoindre notre vlogueur Emeric Parker dans la chronique fraîche. La famille Hype est bien plus grande que ce qu'on est, puisqu'on a un vlogueur sur le terrain du côté de New York qui prend les images pour nous et qui nous fait quelques sujets inside, communauté, et on essaye d'en discuter un petit peu ensemble. Donc on va rejoindre Emeric tout de suite. On va parler d'ailleurs communauté US dans un sujet de 2h30. C'est bien ainsi, la chronique fraîche, c'est parti.
Aujourd'hui, dans la chronique fraîche, nous allons un petit peu nous balader justement à la fraîche. Il a fait très chaud cette semaine à New York, très chaud aujourd'hui, quasiment 30 degrés, une humidité presque insupportable. Les New-Yorkais sont dans la rue et essayent de se rafraîchir auprès des fire hydrants, vous savez, ces bouches d'incendie qu'on ouvre. J'en ai pas encore trouvé lors de ma petite balade hebdomadaire. Ces couleurs de brownstone, je vous en parlais il y a 2 semaines quand on était sur la 125e rue. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept que peu de Français comprennent vraiment, le concept de communauté. Le communautarisme en France, c'est vrai que c'est un mot un petit peu le galvaudé. On n'aime pas trop ce mot, ce terme-là. Mais ici, la communauté, c'est une vraie force et je t'explique pourquoi. La première communauté, c'est celle-ci, le drapeau américain. On est fiers, on est patriotes, on respecte le drapeau, on respecte les vétérans, on respecte l'uniforme, que ce soit la police, les pompiers ou l'armée. Ici, on est fiers d'être américain. C'est un pays qui est vraiment basé là-dessus. La communauté, on l'apprend dans les livres de géographie dès la petite école. Community, c'est un mot qui veut tout dire, mais c'est surtout d'abord une communauté forte américaine. Ensuite, ça peut être ton État, ça peut être ta ville, ça peut être ta paroisse, ça peut être ton ancienne école, ton ancienne fac. Donc, toutes les institutions auxquelles tu vas traverser ici aux États-Unis vont avoir un sentiment très très fédérateur où on va t'accepter. On va accepter ta couleur de peau, on va accepter ta religion. Même si les gens vivent séparés ici, la communauté, c'est une vraie force. Et même un Italo-américain qui n'a d'italien que le nom, qui ne parle pas italien et c'est juste son arrière-grand-père qui a débarqué de Sicile à New York, eh bien lui va se revendiquer comme Italo-américain. On parle d'héritage et cet héritage ici est très très fort et est mis en avant. Et tu vois, pour illustrer mes propos, regarde, ça c'est une école, c'est marqué PS, Public School 133, c'est marqué sur le mur au-dessus du bulldog. Et justement, ce bulldog, c'est la mascotte de l'école. C'est une école élémentaire et ce sentiment fédérateur, même dans une école publique, eh bien, il est mis en avant. Il y a un logo, il y a une mascotte et on est fiers d'appartenir à cette école-là. Et donc tu retrouveras ça après dans toutes les institutions, que ce soit le collège, le lycée ou la fac, puisque ces facs, on porte tous le sweat capuche de Princeton, de Harvard ou de Columbia University ou Stanford. Eh bien ça, fait partie donc de cette communauté américaine. La communauté, comme je le disais, ce n'est pas uniquement une communauté religieuse ou raciale, c'est une communauté dans son ensemble. Et donc c'est un concept qui interpelle un petit peu les Français, puisque nous, le communautarisme, je vous le disais en début, c'est vraiment quelque chose qu'on n'apprécie pas trop chez nous dans l'Hexagone. Ici, vraiment, les communautés sont mises en avant et c'est surtout une force. Une force parce que nous ne sommes pas dans un état-providence comme en France qui prend en charge ses concitoyens. Ici, c'est une économie de marché ultra-libérale, ultra-compétitive, ultra-capitaliste et c'est un peu marche ou crève, chacun pour soi. Donc cette communauté, on en a besoin pour s'appuyer dessus, pour se rendre, se donner des petits coups de main et s'aider mutuellement dans la vie de tous les jours. Et quand on parle de communauté ici aux États-Unis, on parle aussi de cette notion de give back, redonner à sa communauté. C'est très important pour les Américains. Tu vois, Keith Haring en 1986, il fait cette fresque, elle a été restaurée depuis. Crack is whack, important de mettre en avant ce fléau du crack. Le crack, c'est de la merde. La chronique fraîche, ta dose hebdomadaire en direct des US, c'est déjà terminé, je sais, mais tu peux nous retrouver en replay chaque semaine dans ton salon, où tu veux, quand tu veux. N'hésite pas à t'abonner. À bientôt sur Sport en France. Emric Parker, @fraîcheur sur Instagram, faut y aller, vous likez, vous abonnez et vous verrez plein de stories comme ça sur la culture des États-Unis. Je me tourne vers Samy, qui a vécu aux États-Unis, fac de Yukon, 2004-2005, je crois. Oula, ça date. Ça date, hein. Ouais, ça fait quand même 17 ans. Qu'est-ce que tu gardes un peu de la communauté US en tête? Communauté US, en fait, ça dépend. Sport, basket, on va dire, plutôt fac, basket. Là, quand tu es justement dans une université, tu crées une communauté d'étudiants. Okay. Et autour de cette communauté d'étudiants, forcément, quand tu joues au basket, tu es propulsé, tu es idolâtré, parce que justement, le basket là-bas, c'est une quasi-religion, donc c'est le pays du basket. Donc quand tu es joueur de basket, c'est un truc de fou. Et tu as une possibilité justement d'avoir accès à tout le monde, à tout. Ouais. Donc tu as des facilités que tu n'as pas nécessairement quand tu es en dehors du campus. Okay. C'est-à-dire, là, il parlait justement de l'Amérique communautaire. C'est vrai que tu as l'Amérique communautaire dans différentes villes parce que forcément, quand tu évolues dans un endroit, tu vas vers tes semblables pour vivre avec eux, pour avoir des facilités. Mais en France, on a aussi ces facilités-là. Okay. Donc, on est aussi communautariste d'une certaine manière, mais ce n'est pas du tout le même style de communauté qu'il y a aux États-Unis. Nous, c'est beaucoup plus métissé, encore que ça le devient de moins en moins, parce que forcément, on va aussi vers son semblable, parce qu'on sait que le semblable va nous tendre la main et qu'on a plus d'atomes crochus avec notre semblable. C'est exactement ce qu'ils font aux États-Unis. Okay. Et comme le disait le camarade, c'est qu'ils n'ont pas la chance que nous, on a d'avoir cet État-providence, la sécurité sociale gratos, et toutes les aides qu'on peut avoir pour vivre correctement. Donc voilà, c'est les grandes différences franco-américaines. C'était le sujet de mes 2 premiers spectacles.
Le troisième, bon, j'ai arrêté de traiter ces sujets-là, mais non, ça nous a passionnés parce qu'on a grandi avec les États-Unis. Donc, via le basket, mais aussi via les séries, les films et tout. Mais je commence à être très long et Sylvain commence à être embarrassé. Non, Donc on enchaîne les amis. Question suivante. On va enchaîner, on va surtout rappeler qu'Aymeric est sur Instagram, @fraîcheur, allez-y, likez, et vous aurez bien plus que ces 3 minutes 30 ensemble. Est-ce que tu es fidèle, Samy? Question comme ça ouverte. Attention. Très fidèle. Très fidèle à ma femme que j'aime. Qui regarde l'émission. On va parler fidélité et NBA dans le débat de la semaine. J'étais surpris avec ma question. On va parler fidélité à NBA. On a toujours un petit débat un peu intemporel. La semaine dernière, on parlait un petit peu de legacy, héritage. Quel est le joueur qui a le plus révolutionné la NBA? On commence par toi, Raphaël. Est-ce que toi, en tant que joueur, tu as joué, tu étais encore sur le terrain il n'y a pas longtemps, est-ce que ton intérêt, c'est d'aller chercher les titres à tout prix, donc changer de franchise, ou être fidèle à une franchise et puis se dire, bon, si ça vient, tant mieux, si ça vient pas... Moi, le truc que je raye d'emblée, c'est un peu ce qu'ont fait des joueurs comme Gary Payton, Mitch Richmond, des mecs qui font toute une carrière quelque part. Ouais. Puis, ça y est, les genoux ils commencent à grincer. Il me faut une bague, et je vais prendre l'équipe championne, j'y vais pour le salaire minimum. Ça, je valide pas. A contrario, ce qu'a fait un Kevin Garnett, c'était presque trop. Rester à Minnesota aussi longtemps, j'aurais aimé le voir partir un peu plus tôt. Et donc, pour moi, le juste milieu, si on oublie la fin de carrière, c'est Shaq. Shaq qui a lancé un truc à Orlando, qui a quand même donné des bonnes saisons. Après, qui part à Los Angeles, pareil, qui donne des bonnes saisons. Des vrais cycles. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un peu juste mieux. Et quand on peut, bien sûr, c'est toujours plus noble de faire tout avec une franchise, de la porter, de vivre chaque étape avec elle et d'avoir une bague à la fin. On se remet dans le contexte Kevin Durant, vous vous souvenez, l'ancien joueur d'OKC qui est passé par les Warriors et qui explique donc dans l'émission All the Smoke pourquoi il a fait ce choix-là. The Warriors were so intriguing because with OKC, I play with a lot of athletes. I didn't play with a lot of skill guys, not like shooters, ball handlers. So after a while, my game started to grow. I was like, I need a change. This is before the season even started. I was tired of playing in that system. I was tired of having to be the only guy that can make threes, make jump shots, and consistently make them. So my mind was already thinking about how can I develop my game more so than the Warriors versus Thunder, that rivalry. Even if that was a rivalry, I didn't give a fuck. I just wanted to keep developing my game. Me going there and playing for them, it didn't matter if we'd have won or lost the series. I wanted to play there and live in the Bay. Melvin, tu as eu la chance de croiser Kevin Durant quand il était du côté de San Francisco. On vient de l'entendre. Est-ce que quelques années après, on comprend un peu sa prise de position quand il dit que, quoi qu'il arrive, il voulait de toute façon quitter OKC pour faire évoluer son jeu et être dans une dimension peut-être un peu plus collective du basket? Oui, moi je peux très bien le comprendre et je pense qu'il est aussi arrivé à son terme après 3 ans à Golden State. Il avait envie d'autre chose et c'est pour cette raison qu'il est parti à Brooklyn. Après, c'est vrai que je pense que quand on regarde ça avec un œil plus de fan, forcément quand on est fan d'une franchise et qu'on voit un joueur de la trempe de Kevin Durant, de LeBron James de partir, on a l'impression que c'est la fin du monde et on voit rarement en fait l'angle du joueur. Et si le joueur a envie d'un autre défi, c'est son choix de partir et surtout son choix maintenant avec la free agency. Tu parlais de Magic, de Bird et des anciens. À cette époque-là, il y avait des contrats qui étaient beaucoup plus longs et 2, tu ne demandais pas de transfert. C'était pas quelque chose qui se faisait. Et c'est quelque chose qui est arrivé dans la NBA moderne où tu peux du coup faire des demandes de transfert et même forcer à être transféré si c'est dans une équipe qui ne peut pas jouer le titre, par exemple. Samy? Aussi, après, la dimension qu'il faut prendre en compte, c'est l'argent. Il y avait beaucoup moins d'argent à l'époque. Maintenant, tu as des contrats de dingue, de 150, 200 000. C'est hallucinant maintenant. Et le rapport de force entre le coach et les joueurs et le general manager a considérablement changé. Donc, tu ne peux pas comparer ces périodes-là. Les gars, quand ils commençaient à Boston, ils finissaient à Boston. OK, mais c'était déjà des équipes légendaires. Et puis, il y avait beaucoup moins de concurrence entre les équipes. Tu avais 3-4 équipes dans chaque conférence qui étaient concurrentielles. Et là, maintenant, c'est complètement différent. Et les gars, ils sont beaucoup plus auto-centrés sur leur carrière à eux. Là, ils parlent de son niveau de jeu. Ouais, mais tu sais très bien comment c'est. Quand tu t'entends pas avec un tel, quand tu t'entends pas avec un tel, il n'y a qu'un ballon, tu as été avec 2-3 stars et que humainement ça passe pas bien.
Forcément, tu changes, mais tu vas aussi vers l'oseille et tu essaies de compiler oseille et possibilités de titre. Et les gars, ils savent qu'ils sont là 10-15 ans, ça passe tellement vite. Et a posteriori, tu ne peux pas avoir le recul nécessaire parce que tu y crois toujours au départ. Tu vas dans une franchise et tu te dis, bon, bah voilà, ils vont construire autour de moi. Mais ça va tellement vite et chaque année, s'ils ne prennent pas les bons éléments, bah, tu rates ta saison. Et si tu fais première saison ratée, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, tu arrives à la cinquième et là, il faut vite réagir. Et c'est un marché qui va tellement vite que les gars, ils prennent des décisions très très personnel. C'est même plus des décisions d'équipe. C'est que forcément, après, les mecs, ils vont à la facilité. Ils se disent, bon, je vais avec les meilleurs parce que... Et ça donne les résultats que ça donne. Alors, les mecs dont tu parles, on peut peut-être les montrer en image. On vous a fait un petit tableau qu'on a appelé le club des infidèles. Voilà. Donc, ça fait quand même... Ça fait quand même du beau monde, hein. On voit que ça bouge de franchise en franchise. Et puis on peut enchaîner peut-être aussi avec une autre décla, peut-être. Une décla. Non, on va aller sur le club des fidèles. Pardon, je suis en train d'embrouiller notre chef d'édition. On va aller tout de suite sur le club des fidèles pour montrer les joueurs qui, eux, souhaitent vraiment déjà qui ont été draftés ou qui sont encore dans leur franchise, mais qui se sont exprimés sur le fait de ne pas vouloir en changer. Moi, je vais lancer Antoine sur ce club des fidèles. Quand on voit un Bradley Beal, quand on voit un Joel Embiid, par exemple, est-ce que c'est des joueurs qui n'auraient pas intérêt quand même pour aller chercher un titre à se mettre dans de meilleures situations ? Joel Embiid, vu qu'il aime bien troller, il a dit que Miami a besoin d'une autre superstar à côté de Jimmy. Donc on ne sait pas si c'était peut-être un petit peu un appel du pied vers Miami ou peut-être la pression à Philly, mais bon, je pense qu'il a quand même envie que ça construise plutôt autour de lui à Philly. Bradley Beal a encore dit récemment que sa priorité pour lui c'était gagner, donc pas forcément rester. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner de son côté. Maintenant, voilà, moi je comprends à peu près tous les scénarios. Finalement, chacun a une personnalité, sa propre culture. Il a idolâtré un joueur qui a eu une certaine carrière ou un autre qui a eu une différente forme de carrière. Tu avances avec ce que tu as. C'est un choix qui reste personnel. Donc, tous les arguments se valent. Là, quand même, le sentiment autour d'un Damian Lillard qu'on a à l'écran, c'est que il est un petit peu dans une position de Kevin Garnett, que mentionnait Samy plus avant. C'est qu'il reste un petit peu trop longtemps dans une franchise où là, on les voit vraiment pas jouer le titre. Donc, est-ce que, vu son âge, vu ses capacités, vu son talent, il aurait peut-être intérêt à avoir un grand rôle. En plus, c'est vraiment pas juste aller chasser une bague, c'est aller dans une équipe où, parce qu'il est là, ils peuvent gagner une bague. Un autre carton à vous présenter, une franchise pour la vie. On l'a nommé comme ça. On a Dirk Nowitzki qui fait 21 saisons du côté de Dallas. On a Kobe, le regretté Kobe qui fait 20 saisons du côté des Lakers. 19 pour John Stockton à Utah. 19 aussi pour Tim Duncan du côté des Spurs. Et 18 saisons pour Reggie Miller, le shooter des Indiana Pacers. Donc voilà, on est dans une autre ère avec des joueurs qui font quand même... Ils sont rares, hein, ils ne sont pas nombreux quand même à faire autant de saisons dans ces clubs-là. Mais on voit quand même qu'il y a une fidélité accrue qui a amené quand même certains résultats. Je me tourne vers Raphaël. Tu as vu les Spurs de Tony Parker, 4 titres NBA, même 5 d'ailleurs pour la franchise, et surtout Tim Duncan. Est-ce que c'est aussi un exemple à suivre pour cette nouvelle génération que de se dire ça va venir, on reste là et puis ça va venir? Ce que j'allais dire aussi, la différence, c'est que là on parle de franchises qui ont tout mis en œuvre pour faciliter l'accession à la bague pour leurs joueurs, ce qui n'est pas toujours le cas pour un Dame Lillard, par exemple, qui déjà de par le marché en lui-même, qui est compliqué, du fait qu'à la draft, c'est quand même pas le même nez que les San Antonio Spurs. Et puis tout à l'heure, on voyait les infidèles. Fidèle, Russell Westbrook, c'est plus ce mec qu'on a plaqué à chaque fois. Parce que quand on regarde, il a été échangé. Pareil, il n'a pas eu le choix, c'est sa destinée. Donc c'est ça aussi, il faut mettre aussi les choses en ordre. Voilà, Kevin Durant, ce qu'on lui reproche, c'est pas d'être parti. C'est d'être parti vers la facilité. S'il était parti aux Clippers ou directement à Brooklyn à l'époque, personne ne lui en aurait voulu. On était même d'accord avec lui et heureux pour lui. Moi, ce qui m'a dérangé, j'adore Kevin Durant, pardon, j'ai jamais pu l'encourager aux Warriors parce que pour moi, c'était de la triche. On rejoint une équipe qui a gagné 73 matchs. Même à la console, je n'ose pas faire ça. Même quand je joue à NBA 2K, si je prends Kevin Garnett aux Warriors, je me dis, bah, j'ai triché, j'ai pas été cool. C'est pas juste. Raphaël, les Warriors, j'ai l'impression que c'est pas ton équipe. Ah non, j'adore les Warriors. Maintenant, là, honnêtement, moi, ma volonté, c'est qu'ils gagnent en 7 matchs.
et que Steph Curry soit MVP. Parce que c'est vrai que ça lui manque, il s'est fait un peu voler le premier titre de MVP. On va en parler après. J'aimerais voir ça. Donc non, j'adore leur système, etc. Maintenant, quand on a incorporé Kevin Durant là-dedans, pour moi, on a biaisé le truc et ça m'a dérangé, honnêtement. Dernier carton, la saison de trop ou les saisons de trop. On a voulu vous montrer 3 profils. Tony Parker, 17 saisons du côté des Spurs et une saison du côté de Charlotte. Dwayne Wade, 15 saisons au Heat, une saison aux Bulls et une saison aux Cavs. Et Jordan, donc 13 saisons aux Bulls et 2 saisons aux Wizards. On aurait pu en mettre d'autres. Je me tourne vers Melvin. Est-ce que tu es d'accord avec ce titre du carton? Est-ce que ces 3 joueurs ont fait là ou les saisons de trop? Alors, je mettrais Tony Parker et Dwayne Wade dans la même catégorie. Par contre, je mettrais Michael Jordan à part parce qu'il est vraiment revenu après et avec une volonté de vouloir passer un peu plus du côté du management des Wizards. Mais c'est vrai que pour Tony, je pense que même pour lui, et je pense que pour tous les Français, ça nous a fait mal de le voir sous le maillot de Hornets pour faire une saison et après prendre sa retraite derrière. Pareil avec Dwayne Wade, je pense qu'il y a eu des problèmes avec Pat Riley et avec surtout un aspect financier, de ne pas pouvoir avoir le contrat qu'il désirait. Et du coup, il est parti à Chicago parce que c'était sa ville natale, mais bon, sans faire une super saison. Pareil à Cleveland, et on le voit après, il est revenu à Miami pour prendre sa retraite. Donc, je ne sais pas si c'est si c'est des saisons de trop ou si c'est aussi accepter le fait que tu n'es plus cette star ou cette légende. Mais par contre, tu peux continuer à jouer dans cette franchise, avoir un rôle moindre, mais vraiment finir sur une meilleure note que d'aller te perdre un peu à Charlotte, par exemple. Raphaël. Pour moi, c'est ce qu'il y a eu en commun aussi entre ces deux joueurs, D-Wade ou Tony Parker, un manque de tact de la franchise. Pour moi, quand on a autant donné, on ne peut pas refuser un contrat, parce que ce n'était pas les contrats à Kobe qui demandaient les deux joueurs. C'était des contrats corrects, en rapport avec leur statut. Et quand on a donné autant à une franchise, pour moi, il y a un manque de tact de la part de Miami et de la part des Spurs. Ouais, c'est souvent comme ça en fait, c'est que les gars ne voient pas les sacrifices que les joueurs font et l'histoire qu'ils écrivent. Business, quoi. Ça reste un business malgré tout, même en fin de carrière, malgré tout ce que tu as pu donner pour ta franchise. Non, c'est que après c'est surtout, on ne le dit pas assez, mais il y a une super hypocrisie vis-à-vis de certaines équipes et du management de l'équipe sur les joueurs. Parce que c'était Jordan qui disait ça dans Last Dance. Il disait qui va sur le terrain avec la grippe, qui fait ses trucs. C'est pas Jerry Krause, c'est pas Jerry Krause, c'est les joueurs. Sauf que c'est qu'à un moment, les présidents, ils sont dans du business, ils sont dans du management, ils s'en foutent des états d'âme. Donc, et c'est le problème. Et c'est pas que aux États-Unis. Ou les réussites. C'est partout. C'est partout. Oui, mais c'est con, mais tu vois, il y a aussi une culture dans certains pays où tu remercies, où tu as un côté où tu rends le feedback, tu vois, le giving back, il est hyper présent dans certaines et bizarrement sur certaines carrières. Tu te dis, c'est con, c'est que de la décision, c'est de la ressource humaine. Les gars décident de laisser partir alors qu'ils peuvent, comme il disait Raph, tu peux leur donner $1 million pour eux, c'est rien du tout, ou 500 000 $ en plus, et les gars, ils finissent à la maison et tout le monde est content. Juste pour conclure, du coup, est-ce qu'on a bien compris que les joueurs n'ont pas forcément leur destin entre leurs mains, mais sur notre question de la fidélité pour avoir une légende tout en haut ou briller, est-ce qu'il vaut mieux pas justement rester dans sa carrière, dans sa franchise et avoir justement une carrière reconnue, ou alors d'aller de franchise en franchise pour aller gagner un titre? Si on a l'opportunité de le faire. Ça a plus de saveur quand même de rester dans sa franchise. Dirk Nowitzki, ça en vaut 2 ou 3. Okay. Quand LeBron il rentre à la maison, qu'il gagne son titre, pour moi ça a plus de valeur que ses titres à Miami. Bon, mais ça après, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est des histoires exceptionnelles. Et ça, tu peux le voir qu'a posteriori. Tu sais pas au départ comment ça va passer. Il faut savoir qu'après, ça reste du business. C'est du sport, mais c'est aussi du business. Donc les gars, ils doivent être bons sur le terrain, mais ils doivent manager aussi leur carrière. Et donc il y a un moment, ça va vite. Un moment. Avec Isaiah Thomas à Boston. Oui. Le mec, il performe et puis ensuite. Il se sacrifie, se blesse pour la franchise. Et derrière, l'année d'après, il est blessé. Salut, transféré. Et là, il a joué, il y a eu un décès. Le business de la NBA est difficile pour les joueurs et les franchises. C'est le sport en général. Des notions de décision très rapides. C'est tout le temps comme ça. Et à tous les niveaux. Tu regardes en France, exactement la même chose. Donc, je pense que c'est pas que ce soit un truc. C'est pas une question de fidélité, infidélité. C'est pas ça. C'est qu'en fait, poser ce débat comme ça, c'est être assez naïf.
C'est que il n'y a pas de question de fidélité, d'infidélité. C'est que les gars, ils sont là. D'opportunité. Bah, c'est ça. Très bien. L'opportunité de la NBA, vaste débat, vaste discussion. Je suis en train de perdre tout le matos. On va continuer, on va discuter avec Samy dans les TV décalés. Ouais, exactement. Samy, moment de détente de l'émission. Question courte. Réponse courte, hein, parce qu'on on te sent bavard. Non, parce que moi, c'est des sujets qui sont passionnants. Et après, c'est toujours frustrant, c'est ça le problème de la télé, entre guillemets, des émissions, c'est que tu as peu de temps pour parler de sauf que c'est tellement des sujets centraux que voilà, et puis moi, ça me passionne. Et ben là, tu vas avoir peu de temps pour répondre à mon ITV, tu préfères. Oui ou non? Ça te va? Interview, oui ou non? Tu préfères, on y va. Tu préfères la comédie C'est l'art de Las Vegas ou le République de Paris? Le République de Paris, parce que j'ai voulu justement retranscrire le Comedy Cellar qui à la base est à New York et pas à Las Vegas, parce que Las Vegas c'est une succursale, mais le Comedy Cellar c'est une petite salle à New York qui est juste mythique et tu as tous les plus grands comédiens de New York, parce que le vrai stand-up, la vraie niveau du stand-up, c'est à New York, c'est pas du tout la côte ouest. Côte ouest c'est une carotte, ils vont là-bas pour prendre de l'oseille, pour braquer les mecs et braquer les touristes, mais le vrai stand-up c'est New York. Voilà, un mot. Ok. Voilà, t'as voulu un mot, t'en as 40. Tu préfères Rudiger ou Charlie Villanova? Ouais, les deux, je les kiffe, mais après, j'aurais plus de cœur pour Charlie, parce que Charlie, c'est un mec qui vient from scratch. Il a une histoire de ouf. Bon, déjà, il a eu des petits soucis de santé, mais sa mère, elle a struggle comme une folle, et ils ont une histoire de dingue. Deux joueurs avec qui tu as évolué donc, en université, on peut le rappeler, du côté de UConn, l'AS Bondy 93 ou les Connecticut Huskies? Moi, je vais dire les Huskies, parce que les Huskies, ils m'ont permis de voir autre chose, de grandir et puis de réaliser mon rêve. Mais après, Bondy, ça reste mon premier contrat pro, ça reste mes premières opportunités sur un truc que j'attendais pas du tout. Puis c'est là où après, on a rencontré les gars avec qui on a grandi, comme Raphaël et compagnie. C'est trop long, je suis trop long dans Non, c'est bon. Les seniors, non, je choisis mes questions. Les seniors ou l'angle mort? Les seniors. Seniors parce que c'est plus sportif, plus de déconnade, et puis une équipe de ouf. Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Ramsey, Omar, Joe Star, José Garcia, et puis feu le grand Jean-Pierre Mariel. Donc icône du cinéma français. Icône du cinéma français. Le Madison Square Garden ou le complexe sportif de Marville? Marville, parce que Marville, c'est le playground de Saint-Denis sur lequel on jouait depuis que moi j'ai 11 ans. Mais c'est un terrain qui n'existe plus malheureusement, mais il y a eu des légendes qui sont venues sur ce terrain-là, donc Sonko et compagnie. Parce que le Madison Square Garden, moi j'y ai tourné, mais j'y ai pas joué. J'aurais bien voulu jouer, mais Lancer franc ou franc-parler? Franc-parler, parce que c'est ça que j'aime au basket, c'est que voilà, on est ensemble sur le terrain, on est comme ça, c'est un sport de puissance, de précision, mais si tu n'arrives pas avec le couteau entre les dents pour défoncer les gars que tu as en face de toi avec du franc-parler, que tu dois avoir aussi avec les partenaires, tu n'y arrives pas. Donc pour moi, c'est un sport de combat collectif à l'image du rugby, mais avec plus de hype, justement. Nusret ou Nicolas Hulot? On va prendre Nusret, parce que Nicolas Hulot, c'est chelou. Je crois que d'ailleurs, on a... C'est deux de mes victimes dans le spectacle. Mais en fait, pourquoi je parle de ces gars-là, c'est que j'aime bien m'attaquer aux icônes qu'on te propose dans les médias. Nusret, pour moi, c'est une icône. Nicolas Hulot, ça en était une. Et moi, j'aime bien désacraliser ce côté-là. Tu vois, comme on a eu au basket, on nous a présenté des icônes. Mais quand nous, on s'est retrouvés à jouer devant ces icônes, si tu arrives et tu les regardes comme ça, t'es mort. Tu vas jamais gagner ton match. Samy, on a un petit extrait. Donc on essaie d'arriver énervé. Et puis voilà. Petit extrait pour nos téléspectateurs. Ça va illustrer un petit peu tout ça. Qu'est-ce que tu mets du sel comme ça? En plus tu sursales, c'est dégueulasse. Mets du sel comme ça, pas du sel comme ça. Mais quoi? Il a des problèmes psychomoteurs, c'est quoi son délire? Alors pourquoi? S'il met du sel comme ça, peut-être il met du poivre sur son dos, il twerk, c'est quoi son délire? Il met des épices sur ses cheveux, il frictionne au-dessus des assiettes. Il met de la mayonnaise avec sa c'est quoi son délire? Mais plus c'est con, plus ça passe.
Alors encore 2 questions pour Samy. Grand corps malade ou Alexandre Mazière? Les deux sont très très forts dans leur domaine. Et puis c'est 2 gars avec qui j'ai grandi et qui ont un talent fou et avec qui j'ai eu des aventures d'excellence et d'exception. Donc je vais dire les 2. Les 2, ok. Indissociable. Dernière question, l'écriture ou la scène? Pareil, c'est indissociable parce que voilà, sur scène, tu retranscris ce que tu écris et puis la scène aussi, ça te donne l'opportunité d'improviser, donc de continuer à performer ton écriture et à l'améliorer. Donc les 2, c'est la même chose. Je rappelle que tu as écrit un bouquin qui s'appelle Amazing, qu'on voit là à l'antenne, qu'on peut se procurer dans Amazon. Dans toutes les bonnes librairies qui font... Non, il n'y a aucune librairie, je l'ai vendu que sur Internet. Okay. C'est sur mon site perso, lecontedebouderwala.fr et sur Amazon. Et donc j'ai écrit le scénar de ce livre et j'essaie de faire le film. Donc là, je fais la tournée des distributeurs et des producteurs de bonne volonté. Tu joueras ton propre rôle? Ça va être chaud, mais le Samy joueur. Avec le maquillage, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, le message, un petit voyage en Turquie. Est passé. C'est clair. Il n'y a plus un poil sur le caillou. Et il va nous faire croire qu'il a 25 ans, ce mec, quand même. Bon, message passé en tout cas. On va aller tous ensemble dans la dernière chronique de l'émission, le focus des finales NBA. Let's go. 3-2, messieurs, dans la série, on vous avait laissé à 1 partout, donc ça avance 3-2 pour les Warriors. Un match du titre. On va, avant de débriefer les performances d'un homme, puisque ça tourne autour de Steph Curry, savoir si les Warriors vont prendre le titre ou pas. On essaiera aussi de débriefer un peu le reste avec le temps que l'on a. Melvin était du côté de Boston pour prendre quelques images un petit peu inside et nous faire vivre l'ambiance des finales NBA côté Est des États-Unis. On y va et puis ensuite on débriefe bien sûr les finales NBA. Changement d'ambiance, nous voici à Boston pour les matchs 3 et les matchs 4. Vous le voyez autour de moi, le jaune et le bleu a fait place au vert et blanc des Celtics. On est juste devant l'entrée du TD Garden et on va rentrer dans quelques secondes pour vous donner un peu l'ambiance de ces finales. Let's go! Nous voilà à l'intérieur du TD Garden, une ambiance un petit peu différente, une salle qui est beaucoup plus compacte que le Chase Center, mais il y a beaucoup d'histoires sur les murs, vous les voyez, et on va vous faire visiter tout ça. Stressing me out, stuck in the hole, you're the only one that's getting me out. I try to find a silver lining up in the clouds. Oh yeah, so hold me. 3-2 dans la série, je le disais, 104-94 dans le Game 5 pour les Warriors. Melvin y était. Melvin fait la navette entre Boston et San Francisco. Ça ne doit pas être simple, mais on ne va pas le plaindre quand même. On va se faire un focus avec toi tout de suite, Melvin, sur la performance dans le Game 4 de Steph Curry. Steph Curry royal, 43 points, 7 sur 14 à 3 points, 4 passes, 10 rebonds. On a du mal à situer toujours les performances de Steph Curry, que ce soit en saison régulière ou en finale NBA, pas de titre d'MVP des finales pour l'instant, alors qu'il est monumental. En quoi cette performance, même si on sait que dans le Game 5 ça a été un peu moins le cas, en quoi cette performance est historique selon toi, Melvin ? Elle est historique déjà à cause du contexte, c'est-à-dire que tu es mené 2-1, tu n'as pas le droit de perdre ce match 4 pour rentrer à San Francisco mené 3-1. Et donc, réussir à sortir un match de cette trempe avec
à ce moment-là de la série, c'est juste incroyable. Et ce qu'il faut rajouter, c'est qu'encore une fois, en face, il y a la meilleure défense de la Ligue et de loin cette saison. C'est une équipe qui est grande, qui a des grands gabarits, qui joue extrêmement physique. Et ça sert à rien, quoi. Il est là, il fait 7 sur 14 à 3 points, il maîtrise le match. Il a fait, même les 3 matchs d'avant, il est extrêmement juste. Mais ce qui a été exceptionnel sur ce match 4, et Antoine peut en témoigner parce qu'il était à côté de moi également, c'est que c'est sa détermination. Et on savait dès le début du match, quand il met 2 tirs à 3 points sur Al Horford, et derrière il se met à haranguer la foule et à leur dire on est là, on va pas se laisser intimider par la foule du TD Garden. Et cette détermination, pour moi, c'est vraiment ce qui reste. Outre le sportif, c'est qu'il avait décidé que les Warriors n'allaient pas perdre ce match 4 et il est allé le chercher, tout simplement. On voit là le tableau qui s'affiche, 7e fois que Curry met plus de 40 points ou plus en play-off, donc ça commence à faire beaucoup. Je me tourne vers le néo-coach, récemment diplômé, Raphaël Desroses. Est-ce qu'on peut ralentir, je pense pas, mais ralentir Steph Curry avec des choix défensifs un peu différents? Alors déjà, je valide tout ce qui vient d'être dit. Honnêtement, je suis d'accord avec lui. Ouais. Surtout qu'en plus, dans le contexte du match, il faut revoir les shoots qu'il met. Alors certes, on peut stratégiquement faire autre chose, trapper sur lui, sur les pick and roll par exemple, etc. Mais par rapport au choix tactique qui a été fait, ça a été fait parfaitement. Et on voit que c'est des shoots où il y a même un moment un head-one avec Tatum qui lui rentre dedans par derrière. C'était parfaitement défendu, mais malgré ça, c'est des shoots contestés qui marquent de très haut niveau. Après, comme ça a été souvent débattu, le problème, c'est que si on trappe vraiment Steph Curry, qu'on fait libérer le ballon, derrière, on met les Warriors sur leur force, qui est leur collectif. Okay. Parce qu'après, forcément, derrière, il y a un surnombre, il y a un 4 contre 3 qui se joue. Et comme le disait Udoka avant ça, pour l'instant, en termes de défense, avant ce match-là, c'était quoi? Je crois 105 points encaissés par match. C'est très bon. On parle des Warriors qui étaient à 115 ou qui ont mis une raclée. Donc le travail défensif est fait quand même. Donc le travail est fait. Après, c'est des choix tactiques. Et puis le jour où le mec est chaud, trop chaud, c'est dur à arrêter. Maintenant, est-ce qu'on peut le ralentir? Oui. Le match d'après, il a été ralenti. Il a été ralenti, même sur des moments clés. Il a quand même fait le boulot avec un petit flotteur, des petits paniers qui font la différence. Mais on a vu l'équation. Soit Steph Curry brille, soit c'est les coéquipiers. Choisissez votre poison. Choisissez votre poison. Steph Curry qui rentre avec ce match 4 dans un club très fermé des 5 ayant marqué 40 points et 10 rebonds en finale NBA. Donc Steph Curry, bien sûr, Dwayne Wade, Jerry West, Magic Johnson, Michael Jordan. Rien que ça, les 5 arrières. 5 arrières en plus. Qu'est-ce que ça suggère à Samy? Non, mais il manque son nom déjà, en tant que meneur de jeu. Comme disait Raph, c'est compliqué ce genre de joueur à défendre. Donc tu subis et tu pries pour qu'il en rate quelques-uns, quoi. Mais bon, là, c'est parti pour MVP facile. Mais non, c'est un joueur exceptionnel. Ouais. Il y a un tweet de Magic, d'ailleurs, tu parles de MVP, qui voit Steph Curry, même si ça ne devait pas gagner pour les Warriors, malgré tout être MVP. Alors, on sait qu'aux États-Unis, il vaut mieux être dans l'équipe qui gagne. Donc voilà un peu l'éloge de Magic Johnson. Je voudrais qu'on aille tout de suite quand même sur le Game 5. Tu le disais, Raphaël, ça a été un peu moins bien pour Steph, mais victoire quand même des Warriors avec un Wiggins quand même très au-dessus de la moyenne au niveau du scoring et au niveau du rebond, qui fait aussi une finale NBA plus qu'intéressante. Est-ce que les Celtics là vont pouvoir répondre dans le Game 6 quand tu vois que même des Wiggins peuvent se mettre au diapason? On n'a pas encore vu Klay Thompson de manière très, très régulière. Comment tu vois les choses un peu évoluer? Déjà, pour ce qui est de Wiggins, je tiens à le féliciter parce que je ne suis pas son plus grand fan. Et c'est vrai que souvent, c'est quelqu'un qui brillait, mais pas dans les moments clés. Et là, c'est vrai que sur ce match-là, je trouve que sur les moments clés, en fin de match, il a été présent, ce qui n'était pas le cas sur les autres rencontres. Après, je pense que la série va repartir à Boston. Ça va durcir. On l'a vu, c'est pas pareil d'être à domicile ou à l'extérieur dans cette finale quand même par rapport à ce qui est permis de faire en défense. Donc moi, je vois bien Boston prendre le prochain match. Mais après, encore une fois, c'est leur manque d'expérience qui me fait peur. Et on le voit quand ils ont l'occasion d'écraser les Warriors au fin de troisième quart-temps. 2 mauvais choix en attaque. Le shoot de Tatum dans le corner, alors qu'il peut driver, il y a des fautes d'équipe. C'est un mauvais choix. Le shoot de Brown, de ne pas le prendre assez tard dans la possession pour qu'il n'y ait pas cette contre-attaque et ce shoot au buzzer. C'est ces petits trucs d'inexpérience qui me font un peu peur. Donc je pense que le prochain match, ça passe. Le dernier, ça risque de ne pas être assez. On est pris par le temps. Je pose une question à Antoine pour conclure ce focus et surtout s'orienter côté Boston. On surveillait un peu les performances de Tatum et de Jaylen Brown. On a l'impression que les deux
se succèdent vraiment, ils ne sont pas vraiment performants en même temps. Est-ce que tu peux valider mon propos et comment tu vois les Celtics, pour conclure, réagir pour le Game 6 et éventuellement la suite? Oui, ça a été un petit peu ce qui a été dit au fur et à mesure des playoffs, même pas juste que des finales. Il me semble que quand même le match 4, ils arrivent tous les deux à plutôt bien performer. Pardon, le match 3, où les deux arrivent à bien performer, ils sont à plus de 20 points, mais sinon, oui, parce que c'est ce qui leur permet justement de passer un petit peu cet écueil. Et donc, on attend une forte réaction. Forcément, ils n'avaient jamais perdu 2 fois dans ces playoffs. On a du mal à les imaginer perdre 3 fois, surtout devant leur public qui les a vraiment portés. Maintenant, voilà, il y avait un match où on avait dit qu'à problème d'expérience, justement, ils risquaient de le perdre. Pour moi, c'était le match 4. Donc maintenant, il ne va pas falloir refaire une boulette. Après, on va voir pour la suite. Allez, pour finir, un prono, on va demander à Samy comment tu vois la série se terminer. Warriors ou Celtics? Moi, perso, j'aimerais bien que Boston gagne, parce que j'aime bien Boston. T'aimes bien Boston? Okay. Ouais, non, je trouve qu'ils ont une équipe intéressante et t'es pas à l'abri qui renversent la vapeur. Okay. Donc, on va voir. Raphaël? Pour moi, tous les scénarios sont possibles, mais j'aimerais bien voir les Warriors l'emporter en 7 pour qu'il y ait ce respect quand même pour Boston, mais qu'il y ait enfin ce titre de MVP pour Curry. Melvin? Moi, je dis Warriors en 7 depuis le début de la série. Je pense que Boston va pouvoir repartir sur le match 6, et en particulier avec toute l'énergie de leurs fans. Je pense qu'ils vont arrêter de perdre des ballons, parce que c'est vraiment ça qui les tue lors des matchs 4 et 5. Donc je pense qu'on aura droit à un match 7, et sur un match 7, tout est possible, mais je donnerai quand même un léger avantage aux Warriors. Allez Antoine, pour conclure, ton prono, finale NBA. Moi j'avais dit 4-7 Warriors ou 4-6 si Boston perd un match à l'expérience, justement, au manque d'expérience, ça s'est déjà passé. Donc on va voir, parce que quand même, perdre à domicile, c'est difficile. Mais il faut noter que Steve Kerr, avec son coaching, a réussi à maintenir les Celtics à moins de 100 points 3 fois déjà dans cette finale. Donc si c'est encore le cas jeudi soir, c'est mort. Ok, bon, c'est la question qu'on pose aussi à nos téléspectateurs et nos internautes pour gagner donc le maillot de Baron Davis, version We Believe des Warriors ou celui de Larry Bird. Il faut tout simplement pronostiquer le vainqueur de la finale NBA. Alors, donc il y a soit un match ou 2 matchs pour avoir la réponse. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous nous donnez votre réponse et ensuite vous serez éligible pour gagner l'un de ces maillots. Et puis on donnera bien sûr la réponse dans l'émission de la semaine prochaine. D'ailleurs, concernant le précédent jeu concours, c'est Hugo Potok qui a remporté donc un maillot de son choix. Il faudra qu'il puisse nous le dire bien sûr en commentaire sur les réseaux sociaux, soit Warriors, c'était Steph Curry ou Paul Pierce. Voilà pour la partie jeu concours. On a aussi des livres, on fait la promo du livre de Fred Weiss, bien connu sur les antennes de Sport en France. Jusque là ça va, qui est sorti aux éditions Amphora, donc il faut se le procurer, histoire ultra intéressante. Et on a un autre bouquin, les 100 choses que tout fan de la NBA doivent savoir avant de mourir, et c'est aux éditions Talent Sport. Voilà, on a fait le tour. On va remercier Raphaël d'être venu. Merci, puis Fred Weiss te passe le bonjour, on mangeait ensemble à midi, donc voilà, je passe le mot. Un grand bonjour. Très grand bonjour. La petite famille du basket. On remercie Melvin, la journée commence, bon courage. Merci à vous. Antoine, à bientôt, et on remercie Samy Améziane qui était venu. Le compte de Boudherbala 3, c'est au République, au théâtre Le République même à Paris. République à Paris. Voilà, faut pas hésiter, allez-y. Je crois que la prochaine date, c'est le 24. 24-25 juin, et puis après tous les week-ends jusqu'à ce que mort s'en suive. On va remercier François Caudal à la réalisation et Lucien Jehan à l'édition, les équipes techniques de Sport en France, et on se retrouve très vite pour une Hype NBA. Ciao.